Salut tout le monde, ici Roch Cholette et bienvenue à ce podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Podcast du 9 décembre, donc le lendemain de l'adoption du budget de la ville de Gatineau. D'ailleurs, aujourd'hui, comme sujet, je vais vous parler du budget. Je vais vous parler du Dr Arruda. Grosse journée pour lui aujourd'hui, au Dr Arruda. Je vais vous parler aussi du piège dans lequel François Legault est présentement encombré par rapport à son ministre Pierre Fitzgibbon. Puis la bonne nouvelle de la journée aujourd'hui, c'est bien sûr en lien avec les infirmières au Québec. Alors, je commence ça tout d'abord en vous disant que, vous allez voir au fil des podcasts, je me retrouve à différents endroits. Et aujourd'hui, je suis dans ma cuisine, salle à manger. Et je vais être ici souvent, je suis bien ici. Belle clarté de l'extérieur, il y a de neige qui tombe ce matin. Pas impossible que vous voyez Bubble, qui présentement est couché sur le sofa, qui vient de faire son tour. Et je voulais surtout vous dire aujourd'hui que derrière moi, voyez-vous, c'est une toile qui représente, si vous aviez plus de perspective, là, le museau d'un cheval. J'ai une affection pour les chevaux, j'ai fait de l'équitation, plus jeune et plus maigre. Et cette toile est faite par une artiste locale, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Catherine Barrette, qui a vécu des situations difficiles dans sa vie avec un accident hors du commun. Là. Et elle était sur un trottoir, s'est faite happer par un autobus. Bon, longue histoire, retournée à l'école, mais développé tout un goût et un talent pour la peinture. Catherine, j'ai eu la chance d'œuvrer avec elle sur plusieurs années en politique. Puis, j'ai décidé d'acheter une de ses toiles qui s'appelle Museau, une toile que j'ai depuis plusieurs années et qui est fièrement exposée donc dans la salle à manger. Alors, je suis ici aujourd'hui. On verra bien demain où est-ce que je serai. Donc, je vais vous parler des différents sujets. Je vais commencer avec le budget de la ville de Gatineau. Trois sujets en lien avec ça. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit hier, mais je vous répète simplement que la majorité des membres du conseil, 14 membres sur 19, donc 14 contre 5, ont voté pour une augmentation de taxes de 2,1 % malgré le fait que on est dans une catastrophe sanitaire à la grandeur de la planète. C'est épouvantable pour plusieurs commerçants, pour plusieurs employés, pour bien du monde, c'est difficile. L'économie ne tourne pas. Et le gouvernement du Québec a décidé de compenser les villes pour les frais reliés à la COVID. Je vous donne 2 exemples de frais à Gatineau. Les policiers sur les ponts, lors des barrages, lorsqu'on avait fermé les ponts, ça a coûté plus cher à la ville, en service policier. Québec a reconnu ça. La ville de Gatineau a permis d'étaler ou d'attendre avant de faire de versement de taxes, ce qui fait en sorte que plutôt que d'avoir un gros montant en banque en juin, puis là, ils faisaient des intérêts à partir de juin, ça s'est décalé en septembre. Donc, on a juin, juillet, août, 3 mois de manque à gagner d'intérêt sur le placement, le gros du placement. Donc, c'est un manque à gagner à la ville de Gatineau. Québec a dit, je vais prendre l'argent de tous les contribuables du Québec, puis plutôt que d'envoyer ça en santé, plutôt que d'envoyer ça en éducation, plutôt que d'envoyer ça pour refaire nos routes ou pour aider nos entreprises et nos citoyens à passer à travers la crise, je prends cet argent-là, puis je vais verser ça aux villes. À Gatineau, c'est plus de 30 millions de dollars. Puis je ne parle même pas de la STO, là. Mais le coût pour la ville de Gatineau, c'est pas ça. N'importe où entre 13 et 17, là, dépendamment des chiffres. Là. Fait qu'on a reçu 2 fois plus d'argent que le coût réel. Ce qui donnait une marge de manœuvre à la ville pour dire, on va vous donner un break cette année, au lieu d'augmenter encore, considérant que les années passées, c'est le 8e budget du maire actuel, pendant les 7 derniers budgets, c'est une augmentation composée que le maire nous a imposée. 2,9 la première année, puis la deuxième année, c'est un 2,9 sur le 2,9 d'avant, etc., etc. Québec a dit, je vais vous donner de l'argent pour donner un break aux citoyens. Les grandes villes ont fait ça. Montréal, Laval, Longueuil, etc. Pensez-vous 2 minutes que c'est des irresponsables, comme laissent sous-entendre là, les membres du conseil qui sont contre un gel de taxes? C'est rien qu'eux autres qui n'ont pas dans la parade. Les autres villes ne connaissent rien. Voyons là. Est-ce que vous pensez vraiment que les infrastructures ne sont pas désuètes à Montréal? Franchement. Ça ne tient pas la route. C'est faire fi de la situation,
puis de ne pas reconnaître qu'il y a peut-être une occasion ici pour donner une pause, donner un break aux citoyens qui ont été durement taxés, en passant, beaucoup plus que l'inflation. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de la mécanique, là, sur pourquoi on n'a rien coupé dans les dépenses, etc. Je vais vous parler de la dynamique, par exemple, de deux autres choses. Dynamique au conseil municipal. Je regardais le vote hier, puis c'est normal, là, Action Gatineau a voté en bloc pour le budget. C'est un budget préparé par le maire et Cédric Tessier, les deux d'Action Gatineau. Fait que c'est normal que les membres d'Action Gatineau, que ce soit, on les connaît tous, là, les membres, que ce soit Isabelle Miron, que ce soit Martin Lajeunesse, Maude Marquis-Bissonnette, que ce soit Cédric Tessier, le maire, bon, etc., Mme Nadeau également, bon, ben, et le maire votent en faveur, c'est normal. Ça donnait un score de 7 pour Action Gatineau. Okay. Hier, il y a 5 conseillers indépendants qui n'ont pas été élus sur, évidemment, le programme d'Action Gatineau, qui ont voté contre le budget, pour des raisons différentes. La plupart, c'est parce qu'ils n'étaient pas contents de l'augmentation de taxes. Puis Mme Bureau a voté contre parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de préoccupation pour le développement, ou en tout cas, on n'a pas prévu assez d'argent, puis d'infrastructures, puis de choses à l'ouest pour considérant le développement qui s'en vient. Donc, ils étaient 5 qui ont voté contre, des indépendants. Mme Bureau, bon, Mme Boudria, OK, M. Blondin, ça fait 3, Marc Carrière, bon, les fidèles, là, Carrière, Blondin, Boudria, c'est correct. Et s'ajoute à cela Jean-François Leblanc, qui a tenté, lors du budget, maladroitement, de faire passer son message. Ça n'a pas marché. Puis là, il a voté contre, c'est correct. Il était 5. Alors, 7 Actions Gatineau, puis 5 indépendants qui ont voté contre. C'est chaud, hein? Mais il reste les autres indépendants. Il en reste 7 autres. Ils sont 19 autour de la table du conseil. Fait que là, j'en avais 7 qui votaient en faveur d'Action Gatineau, puis il y en a 5 qui votaient contre. Fait que là, la balance du pouvoir réside dans les 7 membres du conseil municipal qui ont été élus comme indépendants, qui ont fait campagne contre Action Gatineau, qui ont fait campagne contre le programme, c'était pas le même programme, contre le programme d'Action Gatineau. Mais ils ont été fidèles depuis très longtemps à Action Gatineau. Et là, encore hier, il y avait l'occasion de montrer que ça donne quelque chose de voter pour un indépendant. Ça donnait quelque chose. Les gens qui ont voté pour eux autres il y a 4 ans, 3 ans, ben, ils n'ont pas voté pour Action Gatineau. Il y a une raison. En votant pour un indépendant, tu pensais d'avoir une marge de manœuvre, mais ils se rangent toujours vers Action Gatineau. Alors hier, c'est les indépendants, les Daniel Champagne, Gilles Carpentier, Mike Duggan, Gilles Chagnon, Jean Lessard, Nathalie Lemieux, est-ce que j'en oublie? Pierre Lantier, oui, Pierre Lantier, qui ont permis à la ville de Gatineau, donc, d'augmenter vos taxes de 2,1 %. On ne peut pas blâmer Action Gatineau, c'est idéologique, là. C'est la gauche, là. C'est idéologique, là. Faisons payer pour donner plus de services, puis moséiculture, puis les jardins communautaires, puis donner des subventions à l'université, puis là, hier, c'était les itinérants. Toutes des affaires qui n'ont rien à voir avec la ville. Rien à voir. Pas en termes de priorité 1, 2, 3, en tout cas. On s'entend. Mais de voir les indépendants agir comme ça, il faut que tu arrives à la conclusion que la prochaine élection, posez-vous la question, ça donne quoi de voter pour un indépendant? Tant qu'à voter pour quelqu'un qui vote toujours pour le programme du parti, t'as si bien de voter pour le parti. T'as si bien de voter pour quelqu'un qui s'assoit autour de la table de Action Gatineau puis qui façonne le programme, qui ont un mot à dire dans le programme, plutôt que d'avoir des spectateurs puis qui finalement se rallient tout le temps. Fait que pensez-y 2 minutes. La prochaine fois, ces gens-là vous ont démontré que comptez pas sur eux comme indépendants pour être les chiens de garde d'Action Gatineau. Ils le feront pas. Ils n'ont pas ça en eux. Ou bien, c'est des gens qui n'ont pas de courage politique de dire, tu sais quoi, Action Gatineau, c'est bien bon. Puis philosophiquement, je suis d'accord avec eux autres. Oh, j'ai perdu ma lumière. Pas grave. Philosophiquement, je suis d'accord avec eux autres.
peut-être que ça vaut la peine d'adhérer au parti. Conséquemment, la voilà. Et si c'est le cas, coudonc, pas facile la lumière, mais si c'est le cas, si philosophiquement, ils sont très en ligne avec le parti, ben, pourquoi ils ne font pas partie d'Action Gatineau? Puis pourquoi est-ce qu'ils ne se présentent pas sous la bannière d'Action Gatineau? Ce que Cédric Tessier, maladroitement, a fait en changeant sa veste de bord de indépendant, puis il s'est présenté pour Action Gatineau. Mais tant qu'à voter pour quelqu'un qui, de toute façon, vote toujours avec le parti, pensez-y 2 minutes. Là, dernier sujet sur le budget. J'aimerais ça vous poser une question. En fait, je vais vous donner un choix de réponse. Et le choix de réponse, c'est: est-ce que le maire est un fin communicateur ou est-ce qu'il est un manipulateur? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Je vous pose cette question-là. Lorsqu'il explique, et il le fait à nauséam, que c'est des grenailles, des peanuts, les économies de taxes dont on aurait bénéficié si on avait gelé les taxes, comparativement au manque à gagner à la ville. Il fait ce plaidoyer-là. Ce qu'il dit, c'est: écoutez, là, pour une maison moyenne, là, geler les taxes, ça vous aurait donné 5 piastres par mois dans vos poches. Puis les entreprises, les commerçants, vous auriez eu, là, geler les taxes cette année, là, vous auriez eu 50 $ dans vos poches par mois. C'est juste 50 pièces. Vous êtes un commerçant, franchement, 50 pièces. C'est des peanuts. Puis vous, là, à la maison, là, c'est 5 pièces par mois. Et il continue en disant: puis voyez-vous ce faible gain-là, là, ou cette économie-là, là, niaiseuse, là, bien, ça représente pour la ville de Gatineau, puis nos capacités d'agir, 110 millions de dollars sur 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, pour vous convaincre, le plus petit dénominateur commun, raisonnable, pour vous expliquer votre économie. Je vais tout ramener par mois, comme un vendeur de char qui essaye de vous vendre un paiement de char. C'est juste tel montant. Mais oui. Sur 7 ans, ton char ne vaut plus rien, puis tu payes encore 1000 pièces par mois en 7 ans. Alors, le maire, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il ramène tout au plus petit dénominateur commun pour vous parler de votre économie. Puis il gonfle le total de ce que ça représente de manque à gagner pour la ville, mais il le met sur 10 ans. C'est drôle qu'il ne parle pas des économies sur 10 ans. Et ce qu'il fait, c'est que 2,1 %, c'est à peu près 11 millions de dollars à la ville par année. Fait qu'il prend 11 millions de dollars la première année, puis il multiplie par 10 ans, ça fait 110. Fait qu'on va faire un exercice ensemble, à la place. Si on est pour le mettre sur 10 ans, on va tout mettre sur 10 ans. On va prendre les commerçants. 50 pièces par mois. Parfait. Fois 12 par année. 600. OK. 600 pièces par année. Fois 10. 6 000. Hier, ce qu'il a dit, c'est que vous ne méritiez pas un break de 6 000 pièces de taxes. Dans le fond, il a dit: pas grave, 6 000 pièces, des peanuts. Puis pour vous, les résidents, lui, il a dit 600 pièces, 5 fois 12 fois 10, 5 $ par mois, 12 mois, 10 ans. C'est rien. Peanut. N'oubliez pas, tout cet argent-là, l'argent, notamment quand vous payez vos taxes de la maison, là, c'est de l'argent qui est déjà taxé par les impôts. Hein. Si tu gagnes 60 000, ben, c'est pas avec 60 000 que tu payes ton impôt foncier. C'est 60 000 moins l'impôt, mettons 25 000. Le restant, il te reste 35 000. C'est là que tu prends ton argent pour payer tes impôts fonciers, tes taxes. Alors, ma question, c'est: est-ce qu'il manipule l'information en disant: je vais prendre un plus petit dénominateur commun pour essayer de faire passer la pilule, 5 piastres par mois des peanuts, puis je vais faire peur au monde en mettant ça sur 10 ans. Voyez-vous combien je vais manquer d'argent pour vous réparer vos routes sur 10 ans? C'est 110 millions. Mais c'est pas honnête. C'est pas le même barème. C'est par mois par rapport à 10 ans. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est-tu un fin stratège en communication? Ou est-ce que c'est un manipulateur de l'information? Moi, j'ai ma réponse. Qu'en pensez? C'est assez
épouvantable de laisser croire au monde là, que, hey, regarde, ben oui, ça se compare. Ça se compare pas pantoute. Christophe Colomb, 10 ans par rapport à un mois. C'est épouvantable de dire ça au monde. Personne ne dit un mot. Ouais, c'est vrai, hein, on fait 5 piastres. Ben oui, 5 piastres. C'est 600. Tant qu'à prendre sa logique, c'est 600. Puis par le fait même, il est en train de dire que l'augmentation, puis il confirme ce que je vous disais hier, entre autres. Pas besoin de confirmer, c'est ça. L'augmentation d'aujourd'hui, de cette année, 2021, ben, elle est là l'année prochaine, ben, elle est là l'année d'après, puis il va remettre une taxe supplémentaire sur la taxe, puis la taxe, puis la taxe, puis la taxe. Je te le dis, depuis qu'il est là, maison unifamiliale, vos taxes ont augmenté de moyenne, 540 pièces. 8 ans, 8 budgets. 540 pièces d'augmentation sur une maison de 238 000. Fait que je vous posais la question, je vais arrêter sur le budget. Regarde, vous avez des choix à faire. Pensez notamment sur la question des élus indépendants. Là. Il y en a une méchante gang sur laquelle vous ne pouvez pas compter pour être un rempart pour Action Gatineau. Je vais te dire, tu sais, tant qu'à voter pour, je sais pas, moi, Daniel Champagne, qui vote 9 fois sur 10 avec le maire. Tant qu'à acheter, si tu veux acheter du Coke, ben, pourquoi tu achètes du Pepsi? Achète-toi un Coke. Surtout si le Pepsi dit, hey, je suis bien différent. Ben ouais, une fois dans la bouche, il goûte pareil. OK, ça c'est les taxes. Aujourd'hui, pas une gorgée. C'est correct la lumière, là? Pas grave, hein? Je sais pas pourquoi mon ordi a fermé. OK, les taxes. Les taxes finies. Je vais vous parler du docteur Arruda. Ah, là, ça va être le fun. Docteur Arruda, vous savez, c'est un fonctionnaire. Et là, les partis d'opposition à l'Assemblée nationale ont demandé est-ce qu'on peut recevoir Dr Arruda? Puis ça arrive souvent, là, que les fonctionnaires comparaissent en commission parlementaire. Finalement, le gouvernement dit oui. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. M. Arruda, Dr Arruda, va aller devant les élus répondre à des questions cet après-midi pendant 3 heures sur ce qui se passe. Fait que je pensais peut-être essayer de vous dire, en tout cas, de prédire un peu les stratégies puis comment ça pourrait se passer. Les stratégies et / objectifs. Bon, pour les oppositions, peu importe, les libéraux, les péquistes, Québec solidaire. Honnêtement, moi aussi j'étais là, puis dans le caucus, puis bon, dans la stratégie, parmi les choses que tu veux faire, parce que tu veux faire, l'objectif c'est de faire des gains politiques, là. Puis ultimement, que l'administration, la gestion de cette pandémie soit améliorée, mais parce que tu penses que tu as de meilleures solutions que ce qui se passe présentement. Fait que ça, c'est l'objectif. Comment on fait ça? Bien, moi, la première chose que je ferais, c'est que je m'arrangerais pour qu'il parle. Beaucoup. Parce qu'on dirait que plus qu'il parle, Dr Arruda, plus qu'il est mêlant. Il est mêlé. Fait que si tu es dans l'opposition, tu le laisses parler, puis tu veux en profiter, puis s'il commence à déraper, puis peut-être qu'il va sortir un lapin, puis il va se tromper. Puis... Fait que tu le laisses parler. Mais surtout, tu veux essayer de lui faire dire quelque chose comme ben moi, j'ai proposé A, la santé publique, nous autres, on a proposé A, mais le gouvernement, là, il a décidé de faire B. Exemple, les gyms. Ben, Dr Arruda qui pourrait dire ben nous autres, on pense que les gyms, c'était bon de les garder ouverts, mais le gouvernement a décidé autrement. Si l'opposition était capable d'arriver avec des conflits, des contradictions comme ça, c'est un gain pour l'opposition. Là, il serait capable de dire à M. Legault, là, vous ne suivez pas la santé publique, là? Là, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est vraiment un aspect important. L'autre aspect, c'est de faire dire, concurremment à ce que je viens de dire, à M. Dr Arruda, qu'il y a bien des décisions qui n'ont rien à voir avec la santé publique, c'est des décisions politiques. On serait là-dedans, là, pour les oppositions. Pour mon café, pour les députés de la CAQ qui vont poser des questions. Alors, ça, c'est comme au football. Quand tu es à la fin de la partie au football, puis tu as le ballon, puis tu mènes, ton objectif, c'est de faire rouler le temps. Fais pas de passe pour arrêter le cadran. Là. Non, non. Prends le ballon, mets-toi un genou à terre, puis laisse le cadran rouler. Fait que tu veux gagner du temps. Tu veux faire du temps. Tu veux épuiser le temps. 3 heures.
Toi, tu vas en avoir quoi, la moitié là-dedans, là? Fait que là, tu veux parler, puis tu veux parler. Puis là, tu vas dire à Dr. Arruda, mon Dieu, que vous êtes bon, puis pas facile, puis on bâtit l'avion en volant, puis on fait du mieux qu'on peut, puis c'est important. Hey, c'est sérieux ce qui se passe, puis il faut avoir une adhésion de la communauté, puis parlez-nous de comment vous faites ça, puis etc., etc. Des balles données, là, au softball, là, tu frappes-moi ça, boum, même T-ball, mettre ça la boum, hein? Là, c'est l'objectif de la CAQ. Dr. Arruda, lui, moi, je pense qu'il y a une firme qui a été embauchée pour l'aider, là. Moi, je pense qu'ils vont essayer de le calmer, puis de rentrer là très humble. Puis moins de aplatir la courbe, puis moins d'affaires de même, là. T'sais, pour moins que Dr. Arruda soit la vedette à TVA ce soir. Ils vont lui demander d'essayer d'être le plus crédible possible, le plus calme possible, le plus cérébral possible, le plus scientifique possible, puis le plus joueur d'équipe possible par rapport au gouvernement. Ça, c'est ce que je pense qui va arriver. J'ai hâte de voir ce qui va arriver cet après-midi. C'est un moment important. Dans la dernière semaine de la période de questions, l'Assemblée nationale siège cette semaine pour la dernière fois, avant Noël. Alors, ça va être intéressant de suivre ça cet après-midi. Mais beaucoup de stratégie aujourd'hui, là. Beaucoup de stratégie. Puis c'est des gros joueurs qui vont aller s'asseoir en commission parlementaire. Gabriel Nadeau-Dubois va être là, Dominique Anglade sera là, Pascal Bérubé sera là. Alors, c'est des gens d'expérience, puis ça va être très respectueux, mais tout le monde a un agenda. Je vais essayer de vous expliquer un peu quel serait l'agenda. Là, je veux vous parler d'un troisième sujet. Moi, j'en reviens pas, là. J'ai lu ça, 67 pages hier. J'ai lu le rapport de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale sur Pierre Fitzgibbon. Je commence tout d'abord par vous expliquer c'est quoi cette patente-là. Tous les membres de l'Assemblée nationale, les 125 députés, sont régis par un code d'éthique. Tu ne peux pas faire telle affaire. Tu peux pas avoir une compagnie dans laquelle tu t'en vas chercher une contribution. Tu ne peux pas être propriétaire d'ABC Incorporé, puis prendre le téléphone comme député, puis appeler Investissement Québec, puis dire « Je veux que tu mettes de l'argent dans ABC Incorporé ». Il y a des règles d'éthique comme ça. Il y a des règles d'après-mandat. Tu ne peux pas faire de lobby pour 2 ans. Hey, c'est strict, là. Ce code d'éthique-là a été voté par tous les membres de l'Assemblée nationale à l'unanimité. Il existe depuis 10 ans, puis il y a quelqu'un qui est un officier du Parlement qui gère ça. Vous avez vu récemment, Pierre Fitzgibbon a reçu un blâme. Il y a déjà eu un rapport, puis la commissaire suggérait qu'il y ait un blâme d'adresser, une réprimande d'adresser par l'Assemblée nationale envers un membre. Moi, je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. M. Legault a dit, je suis d'accord avec ça. Il mérite une tape ses mains, mon ministre. J'avais jamais vu ça. Fait que là, l'Assemblée nationale a voté unanimement pour réprimander un ministre, Pierre Fitzgibbon. Parenthèse. Pierre Fitzgibbon, là, le parlementarisme, il s'en sert. Lui, c'est un gars d'affaires, puis il veut que ça bouge. Mais quand tu es dans ta business, puis tu décides tout seul, c'est pas pareil comme quand tu es un élu du peuple. Puis qu'un projet de loi, ben, c'est adopté à l'Assemblée nationale, pas dans ton bureau. Il y a de la misère avec ça. Depuis le début, il y a de la misère avec ça. C'est pas le même rythme. Genre, milieu des affaires, puis la politique, là, ça va pas au même speed, là. Et là, il y a eu un premier blanc. Il a dit, ouais, du bout des lèvres, ouais, j'avais pas de mauvaise intention, ouais, mais peut-être que. Là, il y a un autre rapport. C'est différent, une autre patente, là. Mais là, c'est. Là, essentiellement, ce que la commissaire dit, c'est qu'il ne s'est pas départi à temps de ses affaires. Il n'a pas liquidé il ne s'est pas départi d'actifs. Il est encore propriétaire dans 2 compagnies. Il a transigé avec des organismes pour lesquels il est responsable. Il a nui ou pas collaboré à l'enquête. Puis il continue à dire que le code d'éthique, là, auquel il est soumis, lui, il n'est pas d'accord avec. Fait qu'il dit, si je ne suis pas d'accord avec, pensez, je ne le respecterai pas. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Elle recommande que l'Assemblée le blâme encore. Jusque-là, c'est déjà grave. Mais là, hier, le premier ministre, contrairement à l'autre fois, dit « Ah, non, pas cette fois-ci. Là, je trouve là, qu'il a raison, mon ministre. Le code d'éthique, il est tout croche. » Ça, c'est comme si tu te fais pogner à 120 sur l'autoroute, puis la limite, c'est 100. Puis tu dis au juge « Oui, monsieur le juge, là, ben oui, je y allais à 120.
Mais, hey, je suis Roch Cholette. Moi, je pense que la limite n'est pas bonne. Fait que, au lieu de me condamner, tu devrais dire au gouvernement, change la limite. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arrive? Mais François Legault, donc, il dit ça. Il dit, moi, changer le code parce que mon ministre, il ne veut pas le respecter, fait que moi, le changer pour lui. Ah! Ça n'a pas de bon sens, là. Pierre Fitzgibbon, là, il connaissait le livre de règlement avant de signer le contrat. Une fois qu'il signe le contrat, il est bien content d'avoir une limousine. Ah là, le livre de règlement, moi, je ne veux plus le suivre. Je ne suis pas content du livre de règlement. Pas de même, ça marche. Voyons là. Pourquoi François Legault a fait ça? Une petite idée. Verrais-tu ça, toi? Il dit à Fitzgibbon un deuxième blâme. Alors, voici ce qui peut arriver. Il peut dire à Fitzgibbon, va-t'en. Hey, en pleine pandémie, le gars responsable de la relance économique, va-t'en. Non, il y a assez de troubles, là. Il me semble qu'il y a assez de troubles. Le dégommer son ministre économique le plus fort. Il est plus fort que n'importe qui là. Il est plus fort qu'Éric Girard aux finances. Tu sais. S'il avait accepté le blâme, puis on continue, on blâme, là, mais on continue, on tourne la page. Imaginez ceci. Comment on aurait dit à François Legault que c'est un 2 poids, 2 mesures? Je m'explique. Il y aurait eu 2 blâmes sur l'éthique à un ministre économique, puis il tourne la page, alors qu'il a congédié 3 ministres femmes pour bien moins. La ministre de l'Environnement chassée, ça a duré 1 mois. Il a sacré dehors parce qu'elle n'était pas bonne avec les médias. La ministre des Autochtones, il l'a sacré dehors parce qu'elle n'était pas bonne avec les Autochtones. Puis Daniel McCann, il l'a envoyé dans la boîte de punition, passant de la santé à l'enseignement supérieur. C'est une sous-section du ministère de l'Éducation, j'imagine. À part de la santé, elle s'en va là. C'est tout. Boum. 3 femmes. Alors, il est plus sévère. Ce qui serait sorti, là, c'est qu'il est beaucoup plus sévère avec des femmes qu'avec son ministre homme. Est-ce qu'il est misogyne? On aurait posé la question. Est-ce que c'est du 2 poids, 2 mesures? Est-ce que c'est moins grave une entorse à l'éthique que d'être pas bon devant les médias? Alors moi, je pense que François Legault ne voulait pas jouer là, ne voulait pas se faire dire « Ah, regarde, 2 poids, 2 mesures, regarde, t'es plus tough avec les femmes. » Il ne voulait pas perdre son ministre. Fait que lui, il a trouvé la solution de dire « Mon problème que j'ai, c'est le code d'éthique. » Alors qu'il a pourfendu les libéraux, il a pourfendu le PQ, Pierre-Carl Péladeau avec les actifs qu'il y avait. M. Legault était le premier à pourfendre Pierre-Carl Péladeau. C'était écœurant, vous n'êtes pas en fiducie, vous avez encore le contrôle, puis c'était écœurant. Les petits amis, les libéraux, David Whistle, les petits amis, rappelez-vous, les petits amis. Là, c'est drôle. Quand c'est son ministre, les petits amis, puis ses amis à lui, c'est-à-dire ses poches, parce qu'il est encore propriétaire des compagnies, puis il appelle l'Investissement Québec, puis voit donc, hey, c'est le boss d'Investissement Québec. En tout cas, c'est toute une affaire. C'est pas une petite affaire, là. C'est pas une petite affaire à l'Assemblée nationale. La commissaire à l'éthique dit, c'est tout croche ton affaire. Il persiste et signe, puis il dit non, je vais garder ça de même si c'est croche. Puis en passant, je collabore pas avec toi. Puis un petit peu plus, il dit, va donc manger de la... Ça a vraiment pas de bon sens. Je voulais vous parler de ça. Bonne nouvelle maintenant en terminant, puis j'espère que ça va être une bonne nouvelle pour l'Outaouais. On apprenait hier en point de presse que la FIC, Syndicat des infirmières, entente de principe avec le gouvernement sur le normatif, les fameuses conditions de travail, là, temps supplémentaire obligatoire, les congés, tu sais, c'est rendu dur à aller travailler. Non seulement la job est dure, mais là, tu sais jamais quand est-ce que tu vas être appelé, tu sais jamais si tu vas être capable de rentrer à la maison. Les petits sont à la garderie, mon quart de travail finit à 16 heures, je peux-tu partir? Non, il y a des patients, des filles ne sont pas rentrées, il faut que tu restes. Il y a tout ça, là. Et ça, c'est un environnement très insécurisant, puis malsain. Je comprends ça, là. Fait qu'il y a une entente de principe. Ça, c'est une superbe nouvelle. J'espère qu'on va être capable de matérialiser ça rapidement. Puis j'espère que ça va vouloir dire de très bonnes nouvelles là, pour nos infirmiers et nos infirmières ici en Outaouais. Voilà. Ça fait le tour aujourd'hui de ce que je voulais vous dire. Je vous rappelle que vous aimez ce que vous voyez, cliquez sur « Je m'abonne à la chaîne », un petit j'aime, un petit like, et écrivez-moi, vous avez des commentaires,
constructif ou non, vous aimez ça, vous n'aimez pas ça, vous avez des suggestions, vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre, ou en tout cas d'aborder les sujets que vous me suggérez. OK, tout le monde, ça va? Super. Je suis moins rouillé, là. Je reviens dans mes affaires, dans mes vieilles pantoufles. Commencez à aimer ça, vous parler. Fait que je vous retrouve demain à un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.